Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie réunit des acteurs de la recherche et du sauvetage aéronautique des États membres de la région d'information de vol. L'objectif est de renforcer la coopération, l'harmonisation des procédures, la mutualisation des moyens pour intervenir plus rapidement et sauver des vies en cas de détresse ou de crash aérien. Dans cette édition également, retenez que le Grand Train du Sénégal fait le bilan de ses activités durant le Gamou. 26 trains ont effectué la navette entre Diamniadio, Thiès et Tivaouane. Le directeur général des Grands Trains du Sénégal dresse un bilan satisfaisant. Dans cette édition également, le maire de la ville de Dakar annonce sa volonté de démolir les bâtiments menaçant ruine. Une décision motivée selon lui par les risques que représentent ces constructions pour les habitants. À la Médina, l'initiative est bien accueillie. Les habitants demandent un suivi régulier. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet de technicien en agriculture vont faire l'objet de nouveaux curricula. Un atelier de partage avec les techniciens du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire, de l'élevage s'est tenu à Diamniadio. L'objectif est d'adapter les centres de formation aux évolutions du secteur de l'agriculture. Ousmane Diagne est le ministre auprès du ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, de l'élevage. Il est ici au micro de Babacar Seck. solos mbir mi nag ndaje bi mooy que rek ñu fexe ba bu ñu fi génnee recommandation yi nga xamante bi nii dinañ ko fi jëlee mu nekk loo xamante bi nii dinañu mën a permettre parce que centre de formation yi baax na mais xalaat bi mooy bu ñu amee centre de formation ba pare ñi nga xamante bi nii déjà ñooy former ndaw ñi nga xamante bi ñoom lañ fay tàggat parce que dañu. Le secteur agricole est confronté à de profondes mutations. Il doit améliorer sa productivité, s'adapter au changement climatique, intégrer les innovations technologiques, valoriser davantage les productions et surtout offrir à notre jeunesse de véritables perspectives d'emploi et d'entrepreneuriat. Dans ce contexte, la modernisation de la formation professionnelle agricole est une nécessité. Nos formations doivent être davantage en phase avec les métiers, les technologies, les besoins des exploitations et les exigences du marché du travail. C'est tout le sens de la réforme engagée à travers l'EC, qui place désormais la maîtrise des compétences professionnelles au cœur du dispositif de la formation. Les nouveaux curricula du CAPA et du BTA constituent à cet égard un outil structurant. Ils visent à former des professionnels compétents, autonomes et responsables, capables de répondre aux réalités de l'agriculture moderne. Ils intègrent notamment les enjeux liés à l'agriculture durable et intelligente face au climat, à la mécanisation, au numérique, à la qualité sanitaire, à la transformation et à la valorisation des productions. Le secteur agricole est confronté à de profondes... L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACIM, a réuni les acteurs de la recherche et du sauvetage aéronautique des États membres de la région d'information de vol de Dakar. L'ambition est de renforcer la coopération, l'harmonisation des procédures, de mutualisation des moyens pour intervenir plus rapidement et sauver des vies en cas de détresse ou de crash aérien. Voici les explications du docteur Ndiaga Bass. Il est le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Il est ici au micro de Mountaga Kane et de Moudouba. Oui, c'est une rencontre régionale qui regroupe tous les États membres de la FIR Dakar, la région d'information de vol de Dakar, à savoir le Sénégal, qui abrite le centre de coordination de sauvetage de Dakar, qui couvre toute la FIR, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Mauritanie.
Donc l'objectif principal est d'harmoniser nos procédures, de signer des mémorandums d'entente entre ces États pour que les centres de coordination et de sauvetage puissent travailler en synergie, mutualiser leurs efforts pour qu'en cas d'accident, ils puissent survenir au crash et sauver des vies humaines. Donc le mot clé, c'est sauvetage des vies humaines en cas d'accident. Et pour cela, chaque État a un centre de coordination et de sauvetage. Donc il faut les mettre ensemble pour que, ensemble, nous puissions coopérer, coordonner, mais surtout mutualiser les efforts pour être beaucoup plus efficients en cas de besoin. Nous restons avec également l'ANACIM, où le responsable du centre de coordination et de sauvetage plaide pour davantage de coopération et de mutualisation des moyens entre les pays de la région. Il insiste notamment sur la nécessité de signer des accords de recherche et de sauvetage, particulièrement avec la Mauritanie, afin de mieux coordonner les interventions et sauver davantage de vies. Voici les explications de Papanou Cissé, chef d'état-major de l'armée de l'air, responsable du centre de coordination et de sauvetage. Il est également au micro de Muntaga Kane et de Mamoudouba. Je pense que des opérations de recherche et de sauvetage, comme vous pouvez le constater un peu partout dans le monde, même les pays les plus puissants, les États-Unis, le Japon, quand il y a une catastrophe, que ce soit une catastrophe aérienne, naturelle, ils ont besoin des autres. À plus forte raison, nous, Africains, avec peu de moyens. C'est pourquoi j'ai dit le maître mot. Ce qu'il faut retenir de cette... Je pense que... Et si les participants le retiennent, je pense qu'ils auront tout compris. À la fin de la journée, c'est qu'il faut être en mesure d'avoir une coordination pour coordonner les actions aussi, le cas échéant, une collaboration, et je pense que le DG de l'ANACIM a insisté sur cet aspect-là. Il faut qu'on signe des MOU, des accords, c'est important. Donc les audits de l'OACI, c'est soit de vous signer avec tout le monde, parce que vous ne pouvez pas être mitoyen avec quelqu'un et ne pas signer des accords. Et la dernière chose à retenir, après la coordination et la coopération, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mutualisation de nos moyens, des procédures, la mutualisation de tout. Le Premier ministre Mohamedou Al-Amin Lo, attendu à l'Assemblée nationale le 1er septembre prochain. C'est pour la déclaration de politique générale, la DPG. Cet exercice pourrait être un piège pour PASTEF, selon l'analyste politique Demba Gueye. Il note que face au désaccord entre l'exécutif et le législatif, notamment sur la révision constitutionnelle, les propositions de loi rejetées par le Conseil constitutionnel, le groupe parlementaire de la majorité serait mis dos au mur. Demba Gueye ajoute que toute tentative de renverser le gouvernement pourrait être perçue comme une volonté de défendre des intérêts partisans au détriment des populations. Demba Gueye, analyste politique et joint par Aminata Kor. Il est vrai que cette déclaration de politique générale est un piège pour le PASTEF. Pour des besoins de cohérence politique, normalement, le PASTEF devait aller jusqu'au bout de sa logique. Et aller jusqu'au bout de sa logique, c'est renverser le gouvernement. Parce qu'il y a énormément de désaccords, notamment sur la révision de la Constitution, avec les nombreuses propositions de loi qui ont été rejetées suite à des recours introduits par le gouvernement. Donc, en quelque sorte, le PASTEF a été mis dos au mur et normalement doit réagir par cohérence politique. Maintenant, là où se trouve le piège, c'est que renverser le gouvernement pour le PASTEF, c'est se mettre une partie des Sénégalais sur le dos. Parce que le PASTEF a été dépeint, Ousmane Sonko a été dépeint comme on va en guerre, quelqu'un qui utilise les institutions de la République pour combattre ses adversaires politiques, quelqu'un qui utilise l'Assemblée nationale, notamment pour combattre le président de la République qui est devenu son adversaire politique. Et donc, renverser le gouvernement, c'est confirmer ces dires, c'est confirmer ces informations qui circulent et donc véritablement prendre un risque politique. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit, c'est un dilemme pour le PASTEF qui doit en tout cas soit rester dans sa ligne par besoin de cohérence politique, pour en tout cas exprimer son désaccord par rapport au nombre des aveux, les recours qui ont été introduits par le gouvernement. Et donc, pour exprimer son désaccord par rapport à ça, normalement,
il devrait renverser le gouvernement. Mais renverser le gouvernement, encore une fois, c'est se mettre une partie des Sénégalais sur le dos, c'est confirmer le soupçon que le PASTEF est un parti qui veille sur ses propres intérêts plutôt que sur les intérêts du Sénégal, parce que renverser le gouvernement, c'est en quelque sorte mettre les bâtons dans les roues du gouvernement, c'est en quelque sorte aussi ramer à contre-courant des intérêts du Sénégal, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, le gouvernement travaille pour alléger les souffrances des Sénégalais. Si vous renversez ce gouvernement, c'est comme si vous ne voulez pas que les souffrances des Sénégalais soient abrégées. Hausse des prix des denrées de première nécessité. Le journaliste Mamadou Ndiaye pense que le Sénégal ne dispose pas de politique des prix. Il soutient qu'il y a un laisser-aller dans la commercialisation des procédures, des produits. Selon lui, l'État paraît être aux abonnés absents. Pour Mamadou Ndiaye, les autorités doivent sanctionner les commerçants véreux. Mamadou Ndiaye, journaliste spécialiste de l'économie, est interrogé par Antoine Diouf et Selman Diallo. Un prix à midi n'est pas le même sur le même produit à 18h. C'est dire donc qu'il y a une spéculation qui a peut-être un caractère puéril sur beaucoup de produits de première nécessité. Et on a comme l'impression effectivement qu'on se joue un peu des populations. Mais moi, ma perception, c'est qu'il y a une absence totale de politique des prix dans notre pays. C'est-à-dire que chacun spécule comme bon lui semble et sur la base justement de la surface de produits qu'il a sur son étagère, dans sa boutique, dans son échoppe ou bien peut-être même dans son magasin. Mais tout ceci montre simplement que le Sénégal se soustrait à la discipline qui devrait être au moins l'élément catalyseur du fonctionnement de notre propre société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y avait une politique des prix, avec l'affichage des prix, avec le contrôle et l'exercice justement des fonctionnaires dédiés, il y aurait possibilité donc de veiller à l'application stricte, n'est-ce pas, des prix homologués. Maintenant, l'État manque de prévenance. L'État manque également de vision. Mais l'État aussi a un déficit de politique. Parce que quand même, Antoine, qu'il s'agisse de la viande, qu'il s'agisse du lait, ne serait-ce que ces deux postes-là, mais nous sommes tributaires de l'extérieur. Est-il normal que notre pays, qui se vante d'avoir une politique de l'élevage, se traduise par un déficit justement en viande pour les populations? Est-il normal qu'on se réveille un jour que le kilogramme de viande se hisse à 7 et 8 000 avec des fluctuations justement même vers 9 000? Et puis parlons également de l'autoroute à péage Mbour-Kaolack. L'Association des consommateurs du Sénégal exige une baisse des tarifs de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack. Le vice-président de la SCOSEN estime que cette hausse s'explique notamment par l'absence de concertation entre les usagers, l'État et l'opérateur. Selon Mohamed Sissé, un consensus aurait permis de mieux faire comprendre la mise en place de ces tarifs. Mohamed Sissé, vice-président de la SCOSEN, et Jean Paramé Décor. Tout ceci relève d'un travail qui devait être fait en amont avec les acteurs que sont les usagers, l'État et les opérateurs. Et ce travail-là n'a pas été fait. Avant, il y avait un cadre de concertation. Et ce cadre de concertation déterminait les tarifs de transport appliqués. Et c'était consensuel. À la sortie, il n'y avait aucun problème pour l'applicabilité. Les gens ne ruaient pas sur les brancards. Si on avait au préalable convoqué les acteurs concernés et qu'on arrive à déterminer d'une manière consensuelle le tarif et par rapport à l'investissement, par rapport à la durée, mais il y a une nébuleuse, c'est des choses qui nous tombent, nous usagers dessus, qu'on constate à la fin. C'est pourquoi il est toujours difficile d'accepter et de comprendre pourquoi, par rapport à d'autres pays, comparaison n'est pas raison certes, mais on ne peut pas comprendre par rapport à d'autres pays que les mêmes distances soient du simple au double. Mais comme je l'ai dit, le cadre de concertation doit être fonctionnel et que les décisions soient consensuelles pour que nul n'en ignore. Parce que tout ceci, c'est parce qu'on ignore comment on a calculer le prix au kilomètre et les différents acteurs, parce qu'il y a en fait de péage quand on prend Dakar jusqu'à Kaolack. Les usagers ne connaissent pas comment ils ont pu déterminer quel a été l'investissement et qu'est-ce qui a amené à ce que le tarif, tout le monde ait cette
perception de cherté par rapport aux autres pays qui sont la Côte d'Ivoire, le Maroc et tant d'autres. Ce qui est essentiel, c'est qu'on revienne dans le cadre de concertation avec tous les acteurs et que nul n'ignore la détermination du tarif que nous supportons, que nous trouvons effectivement que c'est cher parce que nous ne connaissons rien en amont de la détermination du résultat qui a été obtenu. De Diamniadio à Tivaouane, en passant par Thiès, Pout, 26 trains ont assuré la navette pendant le Gamou. Le directeur général des grands trains du Sénégal dresse son bilan satisfaisant. Selon Mokhtar Ba, les opérations se sont bien déroulées. Il annonce également l'engagement des grands trains du Sénégal à l'occasion des JOJ Dakar 2026. Mokhtar Ba, directeur général des grands trains du Sénégal, est ici au micro d'Oulimata Fall et Samba Fall. Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui l'opération s'est bien passée en 5 jours de J-2 à J+2. Donc on a eu à réaliser près de 10 000, presque un chiffre équivalent à celui réalisé durant le Magal. Et l'innovation majeure cette année aussi, c'est que pour cette fois-ci avec le Gamou, c'est qu'on a shifté en un temps record d'une billetterie bien sûr digitale, mais avec une autre plateforme, ce qui a amené aujourd'hui 98% des billets ou bien des titres de voyage ont été achetés sur la plateforme Maxit. Et on a été aussi proactif en pensant peut-être à ceux qui vont rater un peu l'opportunité de le faire de manière digitale. Et surtout au retour, on a eu presque 2% d'usagers, de voyageurs qui ont eu à être secourus en ce sens, si on peut le dire, pour faire du billettage manuel au niveau de la gare. Donc c'est une satisfaction globale. Nous avons eu à réaliser 26 trains durant l'opération Aller, 11 à Diamniadio, à partir de Diamniadio, 3 à partir de Pout et 12 à partir de Thiès. Et sur le retour aussi, sur l'opération retour, nous avons eu à réaliser. C'est dire qu'aujourd'hui, GTS s'est engagé dans un plan de transport en perspective des Jeux Olympiques de la jeunesse que Sénégal est en train, que Sénégal va abriter et est en train de préparer. Donc, GTS est partie intégrante du plan de transport. Et sur instruction du chef de l'État, du ministre des Infrastructures terrestres et aériennes également, nous sommes en train de préparer le convoyage des supporters à partir de Thiès, parce que nous voulons que ces Jeux olympiques soient des Jeux de toute la jeunesse du Sénégal. Je le disais en titre, le maire de la ville de Dakar va accélérer la démolition des bâtiments menaçant ruine. Une décision motivée par les risques que représentent ces constructions pour les habitants. À la Médina, par exemple, l'initiative est plutôt bien accueillie. Les riverains se disent favorables à la mesure, mais demandent un suivi régulier des bâtiments en état de délabrement. C'est un sujet que nous propose Elisabeth Grastine et Kadija Toucham. À Dakar, les bâtiments menaçant ruine sont dans le viseur du maire de la capitale. L'édile demande leur démolition systématique pour prévenir les risques d'effondrement. Dans le quartier de la Médina, cette initiative est plutôt bien accueillie par les habitants. Oui, c'est une très bonne chose que le maire puisse faire cette démolition des anciennes maisons. Nous sommes vraiment pour ça, dont les anciennes maisons qui puissent être démolies à temps et avoir le suivi nécessaire. Vraiment, c'est une très bonne chose pour le maire et pour la Médina. Et nous l'encourageons aussi. Des habitants du quartier estiment que la démolition des bâtiments menaçants ruine est nécessaire. Bon, en tant que patriote, Abass Fall veut ce qu'il y a de mieux pour le pays. Je suis donc favorable à sa décision. Cette mesure permettra aux yeux de certains citoyens de renforcer la sécurité des familles et de contribuer à l'amélioration du cadre de vie. Bon, c'est une décision très importante, parce qu'habiter dans une vieille maison avec sa famille, ce n'est pas sûr. Du coup, je salue cette initiative.
à la suite de la demande du maire de Dakar de procéder systématiquement à la démolition des vieux bâtiments présentant un danger. La décision est accueillie favorablement à la Médina. Les habitants se disent prêts à voir ces opérations démarrer, notamment pour protéger les résidents, mais ils insistent sur le suivi régulier des bâtiments qui menacent ruine pour éviter de nouveaux drames. Elisabeth Grastine au monde du sport dans cette édition fenêtre 4 des éliminatoires de la Coupe du monde de basketball. Le Sénégal a été battu d'entrée par l'Égypte 76-67. Le coach de l'équipe nationale pense que ses joueurs ont commis certaines erreurs, avec notamment les rebonds offensifs. Selon lui, des corrections seront apportées lors des 2 prochains matchs. Laissez Gana Diop d'y croire en 6 joueurs. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il est ici au micro de Charme Tidjansi. Je sais que j'ai une équipe qui va gagner. Et parfois ça arrive. On n'a pas gagné aujourd'hui, mais le tournoi, ça reste. On sait que Ibou Badji, c'est l'un des meilleurs grands ici. Il n'a pas bien joué aujourd'hui. Il n'a pas entamé le match bien. Il n'a pas joué. Je pense qu'à tout moment, c'était pas mal. Tu vois? Et je pense que mon frère, quand il est rentré, il a fait du bon boulot sur le 4e quart-temps. Il a boxé, il a fait des bons écrans sur lui. Il était ouvert, il était arrêté. Je pense pas que... Mais le problème, c'est toute l'équipe. Tu vois? Je ne vais pas dire que les grands, on n'a pas bien joué en tant qu'équipe. Et je pense qu'Ibou Badji, il va rebondir. On l'a vu après le match quand il était, tu vois, je sais qu'il va gagner, il va rebondir. Très bonne question, c'est ce que j'ai dit au Versailles, mais quand je rentrais, lui disait ça à ses coéquipiers, on a perdu, mais on ne peut pas rester ici. Non, le match est terminé, ça va être peut-être une longue nuit ce soir, mais demain on va regarder le film et essayer de gagner les 2 matchs, mais on ne peut pas être ici à forever. On va être prêt pour les 2. On doit être prêt pour les 2 prochains matchs et les gagner, Inch'Allah. Très bonne équipe, hein? Champions d'Afrique, ils ont gagné aujourd'hui, je pense, par 30 points. Ils seront prêts. Mais on sera prêt. Je sais que l'équipe que j'ai, on sera prêt, Inch'Allah. C'est d'ailleurs cette note de sport qui m'a fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.